J'ai commencé ma vie, mon enfance en ayant plutôt peur des chiens. Quand t'as peur des chiens en général, quand t'es enfant, t'as peur de tous les chiens. Mais j'ai toujours aimé les histoires, les feuilletons, etc., les films où il y avait des animaux. Il y a des histoires magnifiques, des dessins animés ou des films qui impliquent des chiens. Donc j'ai beaucoup admiré les chiens à la télé, au ciné, etc., quand j'étais enfant. Et je m'étais toujours dit que quand je serai grand, j'aurai un chien, et comme ce sera le mien, je n'en aurai pas peur. Ma première rencontre avec un Rottweiler, c'est en essayant de rejoindre une soirée d'anniversaire. On s'est égaré à l'arrière de la maison et avec les 2-3 amis avec qui j'étais, on est rentré par le jardin. On voyait sur la terrasse plus loin qu'il y avait des gens qui étaient déjà là, qui faisaient la fête, donc on s'est dit on va rentrer par là. Et puis il y a un chien qui est arrivé droit sur nous, avec tous les crocs sortis, vraiment pas content. Et c'était un Rottweiler. Et j'ai vraiment cru qu'il allait mourir juste là parce que j'étais tétanisé. Le chien manifestement était pas du tout content de nous trouver là. On s'est mis à courir dans l'autre sens. Et on sentait le chien qui se rapprochait de nous, on l'entendait. Et puis il s'est arrêté net à un moment donné. Il a estimé que le danger était éloigné. Et puis du coup il s'était naturellement arrêté. Donc ça c'est une expérience marquante avec le Rottweiler. Et je me suis dit, dis donc, il a un sacré caractère ce chien, pour le coup. Il protège, et il est en même temps capable de comprendre certaines limites aussi. Mes parents m'ont toujours dit, écoute, t'auras un chien quand t'habiteras tout seul. Et quand j'ai eu une vingtaine d'années, donc, je me suis installé pour la première fois indépendamment de mes parents, avec ma copine de l'époque, qui est ensuite devenue ma femme. On a la même semaine signé le bail pour louer l'appartement où on était, c'était à Grenoble, et acheté notre premier chiot. Et on a choisi le Rottweiler. Et puis ça a été le début d'une longue histoire avec le Rottweiler. C'était le début d'une longue amitié avec l'éleveuse, et puis de rencontres avec des passionnés du monde canin, du Rottweiler, puis quelquefois au-delà du Rottweiler, des gens passionnés par les chiens, par leurs chiens, par leur élevage, par la sélection du meilleur chien possible. Et on m'a transmis la passion. On est parti là-dedans, c'était dans les années 1995, le premier chiot. On n'a pas eu de chance avec ce chiot, il a attrapé une maladie de Carré quand il était tout petit, qu'il avait 3 mois, et malheureusement il a fini par en décéder. Et puis l'éleveuse a été désolée pour nous, et elle nous a dit, j'ai sa sœur que j'ai gardée. Tout ce que je te demande, c'est que quand elle aura l'âge de la reproduction, qu'elle puisse faire une portée chez moi, dans mon élevage. Ça m'a tellement touché cette proposition, on voulait tellement repartir de l'avant avec un nouveau chiot qu'on a eu cette petite chienne à l'époque. Et j'ai commencé du coup à aller en club, m'intéresser aux disciplines, d'abord à l'obéissance, et puis ensuite à des disciplines contenant du mordant. J'ai trouvé ça super intéressant. Les clubs canins ont ça de magique que des gens de tous horizons viennent faire éduquer leurs chiens en club, et j'ai adoré ça. On a fait un premier concours avec notre première chienne, ça s'est plutôt bien passé, donc derrière on y prend goût, et on se dit tiens, pourquoi pas un deuxième, puis un troisième, puis ensuite est venu un deuxième chien, une deuxième chienne, etc., etc. Et puis les choses se sont lancées à partir de là. Voilà. Il y a les concours dits de beauté, et il y a les concours plutôt dits de travail. C'est pas les mêmes préparations, on n'attend pas la même chose du chien. Donc sur le Rottweiler notamment, ce qui est remarquable, c'est que rien que le poids du chien, on le fait varier de façon assez importante entre le poids idéal pour des concours plutôt de beauté et le poids idéal pour des concours de travail.
La notion de poids, évidemment, bah, c'est associé aussi à une alimentation qui va lui permettre d'être en substance, d'être au top de son développement. On est très vite sensibilisé à ça. Si tu veux obtenir des résultats, il faut consentir à ce que toute l'année, il y ait une réflexion et un investissement qui soit fait dans une alimentation de qualité. Et pour être complet sur l'histoire de cette chienne, elle a attrapé une maladie du sang quand elle avait 22 ou 23 mois et elle en est décédée. Donc elle n'a jamais fait cette fameuse portée chez son éleveuse. Et je suis reparti à l'aventure avec un autre chiot, femelle, qui venait d'un élevage en Alsace. Et comme j'avais déjà mis le pied dans les concours, dans les épreuves de sélection, etc., je m'étais dit, voilà, avec cette chienne-là, je vais faire la même chose. Et in fine, à un moment donné, on lui fera faire une première portée. Et Nam a été la chienne fondatrice de notre élevage. Et c'est avec elle que vraiment l'aventure de l'élevage a commencé. On a élevé pendant 10 ans. On a eu une portée par an. Un cycle complet, on va dire, entre 2000 et 2001, jusque les derniers sont nés en 2010. On avait des exigences sur les apports nutritionnels, etc., pour la qualité de préparation de nos chiens et leur maintenance toute l'année au top. Et à l'époque, le marché du pet food faisait qu'on ne trouvait pas notre bonheur. On a testé un certain nombre de choses. Et donc j'ai commencé à gratter un peu dans toutes les directions et je suis tombé sur l'ouvrage d'un vétérinaire australien qui est Ian Billinghurst et qui lui a popularisé l'idée que la bonne alimentation pour un canidé, c'est la viande, les os et les abats. Et donc me voilà parti. À la lecture de ce bouquin, je me souviens l'avoir lu d'une traite en une nuit et de m'être dit le matin, mais ça y est, comment est-ce que j'ai pu ne pas voir ça plus tôt? Il faut que je creuse cette question-là. Je suis parti acheter les premiers ingrédients, j'ai tout donné à mes chiens, qui ont commencé par être malades pendant 2 jours. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de tuer, c'est pas possible, ils vont pas s'en remettre. Et puis finalement, le 3e jour, pouf, tout est revenu normal. Et puis alors là, sur quelques semaines de temps, j'ai été stupéfait de voir la transformation sur mes chiens. En quelques semaines de temps, tu as l'impression qu'on a rénové complètement ton chien. La dentition, il y avait du tartre, il n'y en a plus. Les oreilles, elles étaient sales, elles ne le sont plus. Le poil, il était terne, il brille comme si on l'avait lustré avec une huile. Il y avait des pellicules, il n'y en a plus. Les masses musculaires, tu te disais pas possible, mon chien il a maigri. Et puis tu vas le peser et tu te rends compte qu'en fait il a pris 3 kilos. Sauf qu'il a pris 3 kilos de muscle. C'est une transformation vraiment remarquable. On est resté au BARF à peu près 7 à 8 ans. L'autre chose que tu constates hyper vite, c'est que c'est ultra contraignant à gérer au quotidien. Un chien qui va te manger 500 grammes de croquettes, c'est le même chien qui va avoir besoin d'1,5 kg de barf, 1,8 kg de barf ou 2 kg de barf tous les jours. Donc fatalement, les volumes qu'il faut achalander, approvisionner, portionner, stocker, etc. sont évidemment beaucoup plus importants. Il y a des contraintes très importantes et moi-même je m'en rendais compte, mais le fait est que les clients d'élevage, bon, j'en avais la moitié qui me disaient « Oh là là, non, c'est trop compliqué ton truc, moi je me lance pas là-dedans, ça a l'air trop compliqué. » Puis j'avais une autre moitié qui disait « Allez, on va essayer », mais tu vois, ils me rappelaient au bout de 8, 10 jours, 15 jours en disant « Écoute, ton truc c'est super, mais est-ce que tu n'aurais pas un truc plus pratique ?» Et puis la réponse était non, évidemment à l'époque. Il n'y avait pas de truc qui soit aussi bien, tout en ayant la praticité d'une alimentation toute prête. Et je m'étais dit plein de fois, l'alimentation parfaite, voilà, elle aurait en gros les ingrédients qu'on trouve dans le BARF, dans les proportions qu'on trouve dans le BARF, mais elle serait sous un format qui serait rapide et facile à donner. Et après
Après ça a été la fin de la partie élevage parce que la vie professionnelle faisait que ça devenait compliqué parce qu'il faut être très disponible pour faire ça. Très rapidement, je me suis dit, voilà, si je peux plus le faire comme j'avais l'habitude de le faire, je préfère arrêter de le faire. Ayant commencé par travailler pour un groupe français dans les accessoires, je suis parti ensuite travailler pour un groupe américain dans les accessoires. Et j'ai fait l'objet d'un licenciement économique à l'automne 2011. Et j'ai eu l'occasion de me pencher à ce moment-là sur ce que je voulais faire de ma vie professionnelle. Il y a eu deux choses, il y a eu le licenciement économique qu'on m'a annoncé un vendredi, et le lundi, un autre type d'annonce, on m'a annoncé qu'on allait avoir des jumeaux. Donc là-dessus, c'est un épisode de ma vie que j'appelle souvent l'aller-retour. Tu te prends d'aller dans la figure le vendredi, monsieur, vous allez être viré, il va falloir reconstruire votre vie professionnelle, et le retour, le lundi, donc coup droit revers, monsieur, vous allez être papa de jumeaux. Et ça, c'est un truc qui m'a évidemment chamboulé, qui m'a complètement retourné dans un sens le vendredi et puis dans un autre sens le lundi. Tu te dis, écoute, ça va être ça en fait maintenant la vie. Travailler pour vivre et pas vivre pour travailler. Et on s'est dit, pour accommoder l'arrivée dans la famille de nos enfants et mieux maîtriser du coup notre trajectoire professionnelle, on va créer une entreprise. J'avais identifié qu'il y avait des types d'alimentation qui manquaient. On s'est tourné assez naturellement vers un projet de création autour de l'alimentation. Personne ne peut croire qu'un petit gars va taper à la porte en disant bonjour, j'ai 3 sous devant moi et avec ça je voudrais faire fabriquer des croquettes. L'esprit start-up faisait rêver, c'est stylé, c'est cool, je travaille dans une petite boîte et tout, trop bien. Oui, ça c'est vrai. Après, ce qu'on voit pas du coup, c'est que c'est l'incertitude, on sait pas le mois d'après comment ça va se passer, on va chercher les clients un par un. Moi je me rappelle quand je suis arrivée, il n'y avait même pas une commande par jour. Je cherche une usine pour faire des croquettes. Enfin, tu dois taper ça sur Google. En 2011, ça te sort rien en fait. Et je me rappelle très bien avoir eu un petit peu la boule au ventre en regardant arriver l'échéancier de la banque. Voilà, te voilà endetté pour 100 000 € sur 7 ans, alors que tu n'as pas vendu un seul produit. On passait pour des allumés en fait.